Nous allons passer à la table ronde numéro 1. Donc, Carole Abbé, directrice du pilotage des participations stratégiques de la Caisse des dépôts. Caroline Migny, économiste, chef de projet à Fabrique de l'Industrie. Philippe Mutrici, directeur de l'évaluation stratégique des études de la prospective BPI France. Et Yves Noireau, directeur général Fonderie du Soublanc. Pour commencer, peut-être, suite à cette présentation, je voulais vous faire un petit peu réagir, peut-être en commençant par vous, Caroline. En fait, que vous inspirent un petit peu ces enseignements et comment ça fait écho par rapport à des travaux que je sais anciens de la Fabrique de l'Industrie sur l'analyse de l'immatériel et la contribution à la croissance. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui parmi vous pour parler de ce sujet très important. Donc effectivement, ces travaux sont très importants puisqu'ils nourrissent une réflexion sur le lien entre investissement immatériel et performance qu'à la Fabrique de l'Industrie, on a aussi initié depuis quelques années. Donc, pour retracer un petit peu, nous, on était partis sur l'étude sur l'investissement déjà dans son ensemble. Ça partait d'un constat il y a plusieurs années sur le fait que en France, les entreprises françaises, les actifs de production étaient plus vieux qu'en Allemagne, qui vieillissaient plus rapidement et les usines étaient moins modernes. Et donc, on a commencé à faire une étude tout d'abord sur l'investissement dans les entreprises françaises et on a vu que le taux d'investissement en fait en France est plus élevé que chez nos voisins européens. Et suite à donc c'est un rapport qu'on a fait avec France Stratégie et suite à cette étude, on a décidé de creuser la nature de ces investissements et d'où provenait ce taux d'investissement élevé. Et donc là, on a fait un deuxième rapport avec l'OFCE et on s'est plus particulièrement attaché à étudier l'investissement immatériel. Et on a vu là qu'effectivement, à peu près la moitié des entreprises françaises industrielles ont un stock d'immatériel non nul. Et on cherchait à comprendre aussi, on s'est arrêté là. Et donc la prochaine étape, c'était de comprendre le lien avec la performance. Donc effectivement, ce rapport est très important. Et ce qu'on avait vu déjà, c'est que la numérisation en est qu'à ses débuts. C'est ce que montre aussi ce rapport, qu'il s'agit de généraliser et d'élargir l'investissement dans le numérique. Et donc, ça rejoint un certain nombre de travaux. Déjà, il y avait eu des travaux sur le lien entre investissement matériel et productivité. Il y avait un rapport de l'OCDE qui montrait que le fossé, il y avait un fossé qui se creusait depuis les années 2000 entre les entreprises les plus performantes et celles les moins performantes, et que cet écart grandissant s'expliquait principalement par le numérique. Donc, le numérique est un facteur de compétitivité important, et cette étude montre vraiment que voilà, c'est un élément important et qu'il s'agit effectivement de généraliser et de creuser, de poursuivre ces réflexions pour davantage aussi pouvoir mesurer cet investissement et l'impact positif qu'il peut avoir donc sur le chiffre d'affaires et d'autres indicateurs économiques. Philippe, l'engagement donc a été rappelé par Pascal Lagarde tout à l'heure de BPI France de longue date sur l'immatériel. Là aussi, dans quelle mesure ces travaux, cette avancée fait écho à déjà un certain nombre d'enseignements ou de conclusions que vous avez pu tirer d'études précédentes de BPI France? Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de ton invitation, Jérôme. Merci à tous. Je suis très content d'être là. J'avais préparé une petite slide, je ne sais pas si elle peut être projetée à distance pour tous ceux qui nous regardent, et qui fait référence effectivement à une enquête précédente et qui n'est pas si ancienne puisqu'elle date de octobre 2020. Et à l'époque, on a interrogé 3000 TPE, PME à partir de 1 salarié jusqu'à 250. Il y a en France à peu près 1 300 000 entreprises ayant au moins un salarié et jusqu'à 250. On n'a donc pas interrogé les ETI à l'époque. Et dans une slide qui s'affiche peut-être sur votre écran d'ordinateur, que j'ai ici sur mon téléphone, on voit des résultats extrêmement intéressants qui vont dans le même sens. Alors, les méthodes sont différentes par rapport à l'étude présentée par Rodolphe, mais les messages sont les mêmes. Je veux dire par là que les résultats sont pas identiques au pourcentage près, mais ils vont dans le même sens. Et on voit par exemple que là, en haut à gauche, les investissements des TPE, PME, encore une fois, il n'y a pas les ETI, il n'y a pas les grands groupes, sont moins fréquents et de moindre ampleur que les investissements d'équipement. Puisque pour la moyenne, elle est de 20 000 euros, il y en a 69% qui investissent dans des équipements, et pour l'immatériel, la moyenne n'est qu'à 8 000 euros, et c'est 46%. Donc c'est des chiffres qui sont moins importants que ceux signalés par Rodolphe, parce qu'encore une fois, on inclut des TPE dans cette enquête. Et on voit en bas à gauche que la proportion des TPE, PME qui ont effectué une demande de prêt par profil d'investissement, on voit que c'est sur le capital immatériel que les TPE, PME se font le moins accompagner par des prêts bancaires. Et ça, c'est une question clé sur laquelle
on reviendra peut-être. Et je crois avoir entendu tout à l'heure la ministre faire une proposition de groupe de travail sur ce sujet. Le troisième, en haut à droite, c'est une actualisation de ces besoins par rapport à la crise. Et vous voyez que ce sont les investissements immatériels à plus 114% qui ont la plus forte croissance sur l'année 2020 suite au Covid. Et enfin, en bas à droite, une autre façon de résumer tout ce qu'on vient de se dire, c'est le taux de succès des demandes de prêt des entreprises quand elles font des demandes de prêt à la place bancaire. Et vous avez le taux de succès par catégorie d'investissement. Et vous voyez que ce taux de succès, il est très bon pour l'équipement, avec plus de 86%. Pour le succès total, en orange, vous avez le succès partiel. Pour l'immobilier, on baisse à 84 et pour l'immatériel, on descend à 75. Donc en fait, le message, il est clair, c'est que quand il y a un investissement immatériel, il est plus difficile de se le faire financer. Et ça renvoie à un résultat très important dans l'étude de tout à l'heure, qui faisait le lien entre la rentabilité des investissements immatériels et l'autofinancement. Alors, il y a deux évidences. Pour ceux qui nous écoutent, je suis peut-être désolé, j'espère qu'ils n'ont pas déjà raccroché devant ces truismes. La première évidence pour le chef d'entreprise, bah oui, si je trouve pas de crédit, je vais forcément autofinancer mon projet. Vu de la place bancaire, bah oui, capital immatériel, j'ai pas de gage possible à prendre, je peux pas garantir le crédit que je vais donner à l'entreprise, et donc du coup je prête pas. Voilà, c'est contre ces deux évidences, je pense qu'il faut maintenant lutter, et en ayant des chiffres très précis qui sont apportés par ce rapport. Et je ne voudrais pas être trop long. Merci Philippe. On reviendra sur un peu l'analyse. J'ai quelques questions à vous poser sur les résultats et sur les actions à mener. Peut-être Carole Abbé, grande experte, j'allais dire, quand même, de l'immatériel dans cette communauté depuis pas mal de temps, y compris avec des responsabilités précédentes au bureau de l'Observatoire, avec aussi des responsabilités auprès d'un certain nombre d'entreprises dans différents secteurs, le transport, l'immobilier, et j'en oublie sans doute. Peut-être quel est votre regard, vous découvrez finalement un peu ces résultats, qu'est-ce que ça vous inspire tout simplement? Merci Jérôme. Je trouve que les résultats de cette étude sont vraiment très intéressants parce qu'ils permettent de mettre le doigt sur une intuition qu'on a tous. Il y a beaucoup de... Bon, il y a quelques études qui existent, mais finalement pas tant que ça, qui soient aussi précises sur les conséquences de l'investissement dans l'immatériel, sur la profitabilité, la performance des entreprises. Et on sait tous de façon intuitive qu'une entreprise qui investit dans son capital humain, dans la formation de ses équipes, dans la préservation de des savoir-faire, par exemple, a une plus grande pérennité, une meilleure compétitivité. Mais là, ça permet de mettre vraiment du concret sur cette intuition qu'on a tous. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est un enjeu vraiment clé pour les entreprises dans le contexte actuel de crise économique et maintenant de rareté des ressources humaines, des compétences, de pouvoir vraiment investir sur ces sujets-là. Et je pense qu'on l'anticipait pas il y a quelques années encore qu'on aurait cette difficulté à recruter les bons profils, à attirer les talents, à avoir les bonnes compétences pour tout simplement que les entreprises puissent produire. Et on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui manque et que c'est un investissement vraiment clé. Donc c'est ça qui me frappe dans cette étude, c'est que c'est vraiment aujourd'hui qu'on a encore plus besoin d'investir dans les talents. On en a parlé aussi dans l'innovation, et je pense que le plan France de relance pour ça va exactement dans cette bonne orientation de financer les projets d'innovation, d'industrialisation des startups, de recherche dans l'innovation, parce que c'est ça aussi qui fait la compétitivité des entreprises. Et effectivement, de là où je suis à la Caisse des dépôts, on a vraiment une vision panoramique de beaucoup de secteurs d'activité, et on voit que ce sont vraiment ces enjeux-là qui sont clés pour la réussite des entreprises aujourd'hui. Merci. Alors, le regard du praticien, du dirigeant d'entreprise, Yves Noireau, fonderie de Soublan, fondée sous François Ier, c'est ça? Donc, en préparant cet entretien, vous nous disiez que vous financez, stockez du capital immatériel en permanence, que de temps en temps, vous avez le sentiment qu'il y a un retour sur investissement, de temps en temps, c'est peut-être moins évident, même si tout cela se joue sur le long terme.
Vous me disiez que vous aviez investi 300 000 € en 2 ans sur la formation de chefs d'équipe et maîtres artisans pour assurer cette transmission du tour de main et du savoir-faire. Alors, quel est votre regard là sur ce qu'on dit? Est-ce que on est dans la bonne direction? Est-ce que, en fait, on est plein de bonnes intentions, mais il y a beaucoup d'obstacles? Philippe parlait tout à l'heure de la difficulté du financement. Est-ce que voilà, vos banquiers, vos investisseurs sont sensibles à ce que nous racontons ou finalement moins qu'on l'espérait? Alors, mon immatériel, moi, c'est une conviction, mais c'est une conviction de projet, c'est-à-dire qu'une fonderie, comme l'industrie d'ailleurs en général, sans innovation, point de salut. Et l'innovation, c'est un projet. Et je pense d'ailleurs, je fais une parenthèse, je pense que toutes les entreprises génèrent de l'immatériel puisqu'elles ont toutes des projets, sauf qu'elles ne le savent pas. C'est une conviction, c'est quand j'en parle avec des collègues qui ne sont pas forcément des fondeurs. Bon, fonderie, 1543, c'est nous qui avons inventé la machine à émailler, prix du jury en 1900, je me dis, bon, il y a un peu d'immatériel, il y a de la valeur, il y a une marque qui par contre, l'avenir de ce métier, si pas d'innovation, et j'ai poussé même un cran plus loin, on est dans l'innovation verte, puisque désormais, l'innovation n'est pas suffisante à mon sens, l'innovation doit être conjuguée avec l'environnement. Et tout ce que j'ai entendu du rapport, tout ce que je viens d'entendre, ma difficulté, elle est simple, c'est que vous avez dit, vous avez donné les chiffres que je vous ai communiqués l'autre fois, ces 300 000 €, ils passent où dans le bilan? À quoi va ressembler mon bilan à la fin de cette année? Donc, la façon dont il va être analysé, obligatoirement, mon compte de résultat va être beaucoup moins bon que certains confrères ou que certains autres industriels, alors qu'en fait, j'ai préparé l'avenir, mon entreprise, elle est prête à redémarrer, tout du moins, pourquoi je dis redémarrer? Parce que j'ai beaucoup d'encours d'immatériel là, ces 2 années, parce que j'ai beaucoup de projets qui n'ont pas pu avancer. Et en fait, c'est pas tant la crise et la perte de chiffre d'affaires qui m'a fait du mal, entre guillemets, mais c'est mes projets qui n'ont pas pu avancer. Et donc, c'est tout l'immatériel que j'ai stocké pendant des années qui, pour l'instant, est très loin de son ROI. Et vous parliez du financement, c'est capital, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on a réussi à s'autofinancer, mais c'est pas un puissant fonds. Et si on n'est pas accompagné, il est certain qu'on risque d'être en difficulté un jour. Très bien. Peut-être quelques éléments un peu d'interprétation sur les résultats qui ont été donnés. Il y a notamment cette fameuse courbe en U. Alors, elle nous a interpellés. Rodolphe a essayé de donner des éléments d'explication. Vous aussi, vous venez de nous dire, bah oui, mais enfin, tout ça, ça passe en charge, ça passe pas dans le bilan. Alors, en fait, moi, j'interroge un petit peu là, voilà, les spécialistes, les experts. Je me tourne vers Coraline, vers Philippe. Quels sont, on ne demande pas une explication complète aujourd'hui, mais quelques éléments peut-être explicatifs par rapport à cette courbe qui nous montre des effets de seuil, qui nous montre qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont sur la partie gauche du graphe, donc qui n'investissent pas suffisamment. Et puis, il y a aussi un mystère à droite du graphe qui est quand même les rendements croissants, qui en économie, je parle sous contrôle, n'est quand même pas ce qu'on nous enseigne normalement sur les bancs de l'école. Donc, quels sont les éléments que l'on peut partager, exploratoires, pour expliquer un petit peu ces résultats, selon vous? Oui, tout à fait. Non. Ouais, c'est bon. Oui, donc effectivement, c'est une course sur laquelle on s'est beaucoup penché et qui déjà a le mérite de poser un premier jalon, une première piste d'explication et en tout cas de tendance. Ce qu'on peut effectivement voir, c'est que ça mérite effectivement d'être approfondi et que ça pose un premier jalon. Et aussi sur les montants, comme on le disait, effectivement, les montants sont encore relativement bas. On sait, nous, on voit des remontées, des échanges qu'on a avec les industriels, que pour l'instant, les projets d'immatériel, ce sont effectivement des projets, des expérimentations, parfois à l'échelle d'un site, mais ce n'est pas encore déployé à l'échelle d'un groupe. Et donc, il y a effectivement un passage à l'échelle pour ensuite voir sur plus moyen et long terme quels sont les impacts de ces investissements sur les performances économiques. Et donc, les montants étant encore relativement faibles, on voit qu'il est nécessaire d'accélérer cet investissement. C'est un facteur de compétitivité et que, en accélérant cet investissement, il y a un potentiel de croissance sur le chiffre d'affaires qui est important.
Donc ça, effectivement, c'est un des premiers résultats de l'étude, c'est cet impact positif sur la croissance du chiffre d'affaires. Et donc ça va effectivement peut-être convaincre d'autres entreprises de s'y mettre. On en reparlera peut-être après, mais ça vient aussi avec tout un tas d'autres réflexions sur le processus de production, la formation. On ne peut révéler le potentiel de toutes ces technologies qu'en formant ses collaborateurs et en les aidant à s'approprier ces nouvelles technologies. Philippe ? Un autre éclairage, alors sur ces fameux rendements croissants, effectivement, ils sont assez rares dans l'économie. Ils sont très présents dans la nouvelle économie. Donc, je pourrais peut-être juste donner un exemple. Tout de suite, tout le monde va faire le lien avec les investissements immatériels. L'exemple que je vais donner, c'est le premier moteur de recherche Internet mondial, donc Google, pour ne pas le citer, pour lequel les rendements sont croissants, de même que quasiment toutes les plateformes de commerce en ligne et la plupart des services qui sont sur ces modèles qu'on appelle les GAFA. Donc, en quoi le rendement est croissant pour Google? C'est très simple. Dites-vous que le jour où Google est né, il lui a fallu investir énormément, faire des dépenses publicitaires pour de l'acquisition de clients. Donc, au départ, c'était une boîte qui perdait de l'argent. Aujourd'hui, le coût marginal de l'acquisition d'un client supplémentaire est quasi nul. C'est la puissance de la marque, c'est la réputation. On est directement dans le capital immatériel. Et donc, il y a un certain nombre de coûts qui disparaissent pour ces géants et qui font que leurs rendements sont naturellement croissants. Plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de publicité. Et on est sur d'autres effets qu'on appelle aussi la loi des réseaux, qui dit que l'utilité d'un réseau est égale au carré du nombre de ses utilisateurs. Donc on peut trouver rapidement des rendements croissants sur ces modèles-là. Alors maintenant, on bascule dans le monde de l'industrie, et qui n'est pas une plateforme numérique, ça tout le monde le sait. Et comment on peut trouver des rendements en croissant également, c'est-à-dire cette fameuse courbe en U. Je trouve que l'exemple que vous avez donné, il est très bon. Vous avez investi dans la formation de votre personnel. Il y a un temps d'apprentissage. C'est-à-dire, au moment où ils sont en formation, non seulement vous allez comptabiliser ça en charge, mais peut-être que eux seront un peu perturbés dans leur production, le temps pendant la formation, le temps d'apprendre. Et au fur et à mesure qu'ils vont s'approprier ce qu'ils auront appris avec vous, le savoir-faire supplémentaire, à ce moment-là, les rendements vont redevenir croissants. Donc c'est vrai pour l'investissement dans la formation, mais c'est vrai aussi pour l'investissement dans un certain nombre de nouvelles technologies. Là, on peut prendre un autre exemple concret, une entreprise qui se digitalise à marche forcée. Dans un premier temps, il y aura aussi une perte peut-être de productivité de fait de l'implantation des nouveaux systèmes que tout le monde ne maîtrise pas. Et j'irais même jusqu'à dire qu'on a des exemples, on a des témoignages d'entrepreneurs qui disent que il y a eu une période où coexistaient dans l'entreprise les nouveaux outils digitaux de suivi de la production et le papier crayon. Et parce que il y avait un temps d'apprentissage et il y avait, comme exactement ce que dit l'étude, un niveau d'investissement à dépasser pour que tout le monde se mette à utiliser les outils digitaux. Et là, la croissance de la productivité redevient très forte. Voilà. Donc, j'essaie d'illustrer par des exemples très concrets comment on peut trouver cette courbe en U. Et donc cette courbe en U, de la courbe des profits, en fait, c'est une invitation très forte aux entrepreneurs qui nous écoutent à se dire il faut que j'investisse beaucoup dans le capital immatériel, même si au début j'ai l'impression que ça n'augmente pas ma rentabilité. À terme, je vais me retrouver sur des sentiers de croissance extrêmement importants. Vous l'avez vous-même signalé par rapport à votre entreprise, qui sera bien plus performante que ceux qui n'ont pas fait les investissements en formation que vous avez fait. Tout à fait. Caro ? Oui, peut-être pour réagir sur cette question. Tout à l'heure, Madame la Ministre nous a invité à éventuellement approfondir les travaux, et je pense qu'effectivement, c'est vraiment une zone où ça serait intéressant d'approfondir, puisqu'aujourd'hui, on se base sur les normes comptables existantes. Qu'est-ce qui est de l'investissement, qu'est-ce qui est de la charge, mais on sait très bien, il y a que beaucoup d'investissements dans l'immatériel qui passent en charge, comme typiquement les frais de formation, toute une partie des frais de R&D. Rodolphe Durand l'a mentionné tout à l'heure, il y a aussi tout un tas de coûts induits, et il me semble que ça serait intéressant de creuser justement cette partie-là de l'étude en essayant d'incorporer l'ensemble des coûts liés à l'immatériel, et peut-être qu'on arriverait encore mieux à comprendre ces résultats et donner encore des meilleures clés aux entrepreneurs. Alors, on a été créé effectivement, ça va, en 1543, et puis on est de la
plus ancienne entreprise de Hauts-de-France, une des plus anciennes fonderies au monde. Une fois qu'on a dit ça, mais on est entreprise du patrimoine vivant, France savoir-faire d'excellence et vitrine industrie du futur. C'est-à-dire qu'on est à la fois tenu de sauvegarder, de transmettre notre savoir-faire, et on est en train de travailler sur un projet de tablette renforcée pour justement, je fais le lien avec le numérique, pour justement avec des tutos, des vidéos, etc. Et les 300 000 euros, c'est de la transmission du savoir. Donc c'est encore beaucoup plus important, beaucoup plus grave pour nous si on ne transmet pas ce savoir. Et sur la partie vitrine, nous sommes vitrine parce que nous avons inventé un barreau de chaudière biomasse, c'est des immenses chaudières, qui est breveté. Il y a 4500 chaudières biomasse en Europe. Bon, l'Allemagne va devoir passer du charbon à la biomasse. Il y en a autant en Amérique du Nord. Et là, bien entendu, on ne va pas tout fabriquer dans notre fonderie. Donc, on est sur un projet de contrat et de royalties. Donc, on est en train de complètement pivoter. Ceci dit, aujourd'hui, quand je valorise les fonderies de Souglan, je valorise une fonderie. Alors que cette fonderie, elle est en dynamique de pouvoir devenir, dans les années qui viennent, eh bien, une fonderie toujours, bien entendu, mais avec des projets qui n'auront rien à voir et qui auront généré une valeur beaucoup plus importante que simplement faire de la fonderie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un facteur temps qui est très important. C'est-à-dire que, alors en plus, si on est sur du disruptif, des deep tech et autres, c'est pas 3 ans, 5 ans, c'est au moins 10 ans. Et ça aussi, ce facteur temps, il est peut-être insuffisamment pris en charge. Les banquiers m'écoutent, me suivent, mais pour l'instant, ne me financent pas. Si je peux compléter un petit peu effectivement de ce que disait Carole, effectivement, l'idée c'est de pouvoir maintenant approfondir sur tous ces points et l'idée du point sur la mesure de l'actif. Et nous, c'est un des points qu'on avait notamment montré dans notre dernière étude sur investissement immatériel. On voit que le taux d'investissement dans les logiciels des entreprises industrielles françaises est bien plus élevé que celui chez ses voisins européens. Et une de ces raisons, c'est notamment des pratiques comptables qui peuvent être différentes entre les pays. Et en France, on a plutôt tendance à immobiliser certaines dépenses dans les logiciels et bases de données, alors qu'elles seront plutôt passées en charge en Allemagne. Donc même s'il y a des normes effectivement internationales qui sont homogènes, parfois il y a certaines pratiques qui font qu'on peut traiter des dépenses différemment. Et donc d'où l'intérêt effectivement de mieux comprendre comment mesurer et comment le valoriser. Ça, c'est effectivement un point important à avoir dans des futurs groupes de travail. Tout à fait. Alors, Nicolas Bonleu, donc DG Libera Aerospace, qui participait à nos travaux, allait dans votre sens pour expliquer un petit peu cette courbe en U, et il nous disait que 15% du chiffre d'affaires de son entreprise était consacré à la R&D, mais plus de la moitié des dépenses R&D n'étaient pas activées et passent en charge. Et donc, finalement, l'immatériel, et c'est sans doute vrai pour des entreprises de petite taille, on ne le voit pas parce que c'est dans la masse salariale et c'est dans le travail. Voilà. Enfin, c'est la première source d'immatériel. Peut-être on enfonce le porte ouverte, mais ça mérite d'être rappelé. C'est le travail, et donc c'est la reconnaissance du travail et de chacun des craftpots qui sommeillent dans les équipiers. Alors, ce rapport au temps est intéressant. C'était en fait, on a essayé de corriger, enfin d'essayer de voir sur des longues périodes. Mais enfin, ça reste aussi, on se demande si on est bien sur les bonnes périodes, sachant qu'il faut pas non plus, 3 ans, 5 ans, sachant qu'il faut pas non plus tomber dans le piège de dire que l'immatériel, ça n'est qu'une affaire de long terme, parce qu'en fait, et ça a été dit tout à l'heure, ça peut être réactif très rapidement. Donc, je sais pas si vous voulez abonder dans ce point-là. Puis un autre point, vous avez parlé d'amortissement, et puis on a parlé un petit peu de rendement croissant. Est-ce que l'immatériel, ça s'amortit comme le matériel? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemblerait à Google, un cercle vertueux? C'est-à-dire plus on investit dans l'immatériel, plus en fait ça s'use pas et ça crée de la valeur. Je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à la fois à la durée en termes de temps et à la notion même d'amortissement. Est-ce que ça s'applique à l'immatériel comme au reste? Une entreprise est en mouvement permanent, est en projet, est en déséquilibrement permanent, donc elle génère de l'immatériel en permanence. Et c'est de plus en plus vrai avec le numérique, avec l'environnement, la RSE bien sûr, dont l'environnement, mais avec la R&D. Donc
de toutes les façons, cet immatériel, il existe dans toutes les entreprises. Certains, selon le core business, vont peut-être actionner plus ou moins fort les projets, et puis ils vont le faire aussi en fonction de leurs moyens, puisque ce n'est pas forcément financé. Ce que je pense, c'est que il est nécessaire, il existe le crédit impôt recherche, qui arrive en bas, ce serait bien qu'il soit pris en compte dans le bilan, dans le compte de résultat, parce que en fait, c'est quand même de la valeur. Alors c'est très bien, on touche un chèque, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est quand on fait de la R&D, c'est très bien. On pourrait imaginer le crédit à impôt immatériel, le crédit impôt environnement. Bon, l'État peut pas tout financer, mais peut-être moins de subventions et plus d'incitations. Ça pourrait, avec en parallèle la possibilité, alors bon, je sais qu'il y a aussi les normes européennes, mais avec la possibilité quand même de remonter au bilan, de pouvoir vraiment valoriser l'immatériel que génère chaque entreprise, de façon à ce que sa vraie valeur puisse être prise en compte, et pas uniquement sa valeur comptable. Alors justement, peut-être on a parlé du rapport et on peut passer aux actions, aux pistes d'action. Je ne sais pas si Philippe, tu voulais abonder là-dessus. Enfin, vous avez parlé de financement, vous avez commencé à parler de crédit impôt recherche ou d'équivalent. Quelles seraient, selon vous, un peu les pistes d'action? Merci Jérôme. Juste pour rebondir sur votre propos et sur ta question, je voudrais donner 2 exemples de capital immatériel à activer tout de suite et qui font le lien avec est-ce que c'est durable ou pas. Le premier, je vais lancer le mot, c'est la raison d'être. Alors peut-être que ceux qui nous écoutent vont dire qu'est-ce que c'est que ce truc déjà, la raison d'être. Alors la raison d'être, c'est une disposition de la loi Pacte qui invite chaque entreprise à mettre dans ses statuts sa raison d'être. Pourquoi elle existe? C'est quoi sa finalité? Voilà. Je ne sais pas si vous avez fait l'exercice, mais il y a la transmission telle que dont vous avez parlé tout à l'heure, la transmission d'un savoir-faire dans une industrie très particulière qui est la fonderie, c'est la raison d'être de votre entreprise. Alors, pourquoi s'interroger sur la raison d'être? C'est intéressant en termes de capital immatériel parce que très rapidement, ça va vous conduire dans une démarche de réflexion partagée avec vos salariés, vos actionnaires, vos parties prenantes externes sur les vraies valeurs de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'elle a une valeur que les autres n'ont pas? Et du coup, quelles sont les mesures de sauvegarde de cette valeur que vous pourrez prendre? Donc, premier mot-clé, raison d'être, et j'invite tous ceux qui nous écoutent à se pencher sur cette question. Le lien avec l'actif immatériel est évident. Et pour répondre à ta question tout à l'heure, là, on est dans le temps long. La raison d'être, c'est justement pour mettre dans les statuts quelque chose qui va durer, qui va dépasser l'horizon de gestion du chef d'entreprise qui est en poste. Deuxième mot-clé que je voudrais activer, c'est la marque employeur. Donc, on a une étude à BPI France que vous pouvez trouver sur le site lelab-bpifrance.fr. Vous pouvez la télécharger gratuitement. Donc, c'est une étude, un guide pratique sur la marque employeur qui montre à quel point les entreprises qui investissent dans leur marque employeur récupèrent des bénéfices en termes de qualité de main-d'œuvre et de facilité d'embauche. Les entreprises qui ont une bonne marque employeur n'ont aucune difficulté de recrutement. Ça, c'est un avantage comparatif décisif aujourd'hui. Une marque employeur, combien de temps ça dure? Ça dure, alors là, ça peut disparaître très vite si on respecte pas tout ce qu'il faut faire pour entretenir une bonne marque. Je ne vais pas le faire ici, ce serait trop long. Encore une fois, je vous renvoie vers le guide. Mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est un investissement permanent, mais dont le montant d'investi est inférieur à la rentabilité sur la durée qu'on peut avoir. Sur les mesures, j'y reviendrai peut-être si on a le temps, mais je voudrais pas monopoliser la parole. Monopoliser. Je reviens, je vais aller peut-être un peu vite sur les mesures. Je sais pas sur ce temps long, ce que ça vous inspire hein, sur le temps long et quel peut-être conseil aussi donner aux entrepreneurs. Yves parlait un peu du rattrapage des entreprises qui ne se sont pas mises à l'immatériel. Peut-être certaines ne sont pas tombées dans le bain toute petite. Est-ce que ce rattrapage est possible? Raison d'être, marque employeur, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour rattraper son retard sur l'immatériel? Oui, donc c'est une mission, c'est-à-dire quelle est ma mission? Je vais
qu'est-ce que je vais faire avec mon entreprise. Ça a donné d'ailleurs naissance très souvent aux fondations. Nous avons d'ailleurs un projet de fondation dans notre petite PMI, avec la mise en place d'un site industriel remarquable et un centre de recherche. Et comme nous faisons visiter, et comme nous avons aussi un centre de formation intégré, et comme nous faisons aussi de la R&D avec une équipe de recherche en intégré, eh bien tout ça, c'est ce qui est pour nous, génère une attractivité pour les talents et pour les clients. Parce que ça permet d'attirer les deux. On est sur un territoire qui manque d'attractivité et qui manque d'accès. La première sortie d'autoroute est à 45 minutes. Donc, si vous voulez attirer des talents et des clients, il faut pas être différent. Il faut chercher à être unique. Donc, si j'avais un message à faire passer à mes collègues chefs d'entreprise, ne cherchez pas à être différent. Cherchez à être unique. Et je pense que toutes les entreprises, en générant justement de l'immatériel, mais qui va se construire au travers des projets, qu'est-ce que je peux faire, qui je suis aujourd'hui, et qui peut faire que demain, je serai unique. Que faut-il que je mène comme projet pour pouvoir, certes, me différencier, mais devenir unique. Donc, si vous voulez, je pousse le curseur, et ça passe obligatoirement par l'immatériel, par la marque, par la mission, et tout ça, c'est de l'immatériel. Et par l'incarnation également. Peut-être, alors je m'engouffre dans la brèche. On en parlera tout à l'heure. On aura une table ronde sur la raison d'être. Philippe, et puis on parlera des normes européennes à venir, mais je m'engouffre dans la brèche, unicité, incomparabilité, et pourtant la norme arrive. Alors j'aimerais quand même vous entendre, tous les quatre, sur ce paradoxe que nous entretenons, qui est qu'il faut normer pour inciter, les fameuses incitations, il ne faut pas normer pour trop contraindre ou désespérer, et comment réussir cette gageure de montrer, de donner à voir, d'attirer les ressources par rapport à cette incomparabilité. Qu'est-ce que vous attendez finalement? Qu'est-ce que nous attendons? Je dis nous parce que finalement nous avons cette influence. Qu'est-ce que nous attendons de la norme demain sur l'immatériel? Bon, je vais me lancer. Effectivement, c'est une question compliquée parce qu'on sait bien que tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc, si on met pas de chiffres, on n'arrive pas à montrer ce qu'on fait. Et quand on va voir son banquier, c'est quand même mieux de pouvoir montrer ce qu'on fait et les résultats. Donc, il faut quand même essayer de mettre en place un certain nombre de mesures. Et je dirais même 3 types de mesures. Premier type de mesure, combien est-ce qu'on dépense? Combien est-ce qu'on investit? Parce qu'on parlait de durée, c'est vrai que la plupart de ces dépenses, en fait, ont leurs effets dans le temps. Donc, c'est plus des investissements. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Donc, combien est-ce que je dépense pour former mes équipes, pour protéger ma marque ou la faire connaître? Moi, j'aime bien un autre exemple d'actif incorporel qui est, par exemple, la marque Maïf. Ils ont réussi à développer une telle image que maintenant, ils arrivent à se développer sur des nouveaux produits, conquérir de nouveaux clients, recruter, grâce à cette image de marque très forte qui assure la pérennité de leur entreprise. Donc d'abord, il faut mesurer combien on investit. Deuxièmement, je pense qu'il est aussi, c'est peut-être le plus facile, mais il est aussi très important de montrer quel impact cet investissement a. Donc j'arrive à former mes employés, mais ça a un impact en termes d'attractivité, ça a un impact en termes de formation, peut-être de diplômes que les employés ont réussi à obtenir. Ça a des impacts en termes de nombre de brevets déposés, par exemple. Donc, deuxième chose, mesurer l'impact. Et troisième chose, je pense, qui est encore plus complexe à mesurer, mais qui est vraiment le plus intéressant, c'est de mettre tout ça dans son contexte. C'est-à-dire, oui, j'arrive à avoir tant de diplômés, à attirer tant de personnes, j'ai déposé tant de brevets, mais comment est-ce que ça se compare par rapport à mes concurrents, par rapport aux pays voisins, par rapport aussi aux objectifs que je veux atteindre? Donc, à mon avis, c'est en ayant ces 3 types de mesures, ces 3 échelles-là, qu'on arrivera vraiment
à convaincre tout le monde et à avoir le bon discours autour de l'immatériel. Mais je conçois que c'est pas évident. Et peut-être je voulais rajouter un autre mot autour de comment passer à l'action. Madame la ministre tout à l'heure nous demandait comment passer à l'action. Effectivement, je pense qu'il faut beaucoup parler de tout ça auprès des financeurs, des chefs d'entreprise, parce qu'il y a un vrai changement de culture à faire. Et donc là, je pense que BPI peut pas mal aider. Ils organisent déjà beaucoup de missions d'accompagnement, de formation pour les chefs d'entreprise, et intégrer dans toutes les formations un module sur l'immatériel. Ça me semblerait vraiment extrêmement pertinent sur ces sujets-là. Oui, pour compléter, effectivement, il y a combien, il y a qu'est-ce qu'on mesure, et dans le cas d'une entreprise industrielle, les actifs immatériels et les machines et équipements sont étroitement liés. Donc, ce qu'on a vu aussi dans notre étude, c'est que ces deux investissements, en fait, sont faits simultanément. Il n'y a pas un investissement qui est fait au détriment de l'autre. En général, les entreprises qui investissent dans les matériels investissent aussi dans les machines et équipements. Donc, il y a la question de ça, est-ce qu'un robot, une machine à commande numérique sur laquelle il y a un logiciel, comment est-ce qu'on arrive à faire pour mesurer, séparer les deux? Comment est-ce qu'aujourd'hui, c'est mesuré dans une entreprise, mais ça va être mesuré différemment que sur une entreprise française, une entreprise allemande. Donc, comment c'est considéré? Donc, c'est vrai que dans une entreprise industrielle où, effectivement, il y a aussi un enjeu de moderniser l'équipement de production, comment est-ce que cette modernisation s'accompagne avec l'investissement immatériel? Et donc, voilà, plutôt sur une réflexion globale sur le système de production, qu'est-ce qu'on mesure, comment on le mesure, et globalement, en plus de la formation, etc., quel impact ça a, et puis en plus dans la durée, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est une des questions, c'est comment, il y a un besoin d'accompagnement des collaborateurs, de leur formation, de la prise en main de ces équipements, et forcément, ça va prendre plusieurs années avant de voir un impact, enfin des retombées en tout cas économiques visibles peut-être pour l'entreprise. Alors sur les mesures, effectivement, il faut qu'on parle du financement, là, il faut qu'on parle de choses sérieuses. Et juste avant de parler du financement, pour rebondir, oui, sur les dispositifs d'accompagnement, c'est aussi important. Il faut signaler à tous ceux qui nous écoutent et qui ne le sauraient pas que BPI France a mis en place des accélérateurs qui sont, comme leur nom l'indique, des accélérateurs de croissance pour des PME ETI et dans lesquels vous allez trouver des modules très pratiques, des modules d'amélioration de la stratégie, d'amélioration des gestions des ressources humaines, de positionnement marketing, etc. Donc il y a des modules, je dirais, assez classiques de gestion d'entreprise, et puis vous avez des modules moins classiques, comme par exemple ceux qui sont dédiés aux investissements immatériels, notamment sur un autre dispositif, donc accélérateur d'un côté, autre dispositif, c'est BPI France Université, et sur lesquels vous allez trouver du e-learning, de l'apprentissage en ligne sur ces concepts. Sans oublier les études du lab auxquelles j'ai fait référence tout à l'heure. On a sorti un guide pratique sur la raison d'être. Alors sur le financement, il y a deux financements possibles pour l'entreprise. Au-delà de son autofinancement, il y en a deux principaux. Il y a l'investissement en capital et puis il y a la banque. On va commencer par l'investissement en capital. Ça suppose que le chef d'entreprise ait toujours envie d'ouvrir son capital. C'est pas toujours le cas. Il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui, pour de bonnes raisons, ne souhaitent pas ouvrir leur capital. Pourquoi je commence par cet exemple du financement en capital? Parce que c'est celui où il est probablement le plus facile de justifier d'une survaleur par rapport à une référence. Quand un investisseur va calculer son investissement, donc la part de capital qu'il va avoir dans l'entreprise en y mettant de l'argent, il va calculer une valeur de l'entreprise. Il y a différentes valeurs financières pour le faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais on est tous d'accord pour dire qu'à un moment, une fois que les chiffres classiques, les méthodes classiques d'évaluation des entreprises ont parlé, c'est des méthodes encore une fois comptables, on peut commencer à discuter de survaleur. Et là, mettre en place un certain nombre d'indicateurs, vous en avez commencé à approcher tout à l'heure, qui fait que par rapport à un concurrent, vous êtes unique, donc par rapport à un concurrent, vous aurez la capacité de défendre votre marge au moment où vous allez passer des marchés. Donc ça peut peut-être se quantifier, c'est difficile, ça suppose énormément de recul par rapport à son entreprise, mais c'est très vite compréhensible par l'investisseur qui est en face. Donc la première piste d'investissement, de financement, c'est l'investissement.
Dans la majorité des cas, c'est plutôt la deuxième piste, c'est le financement bancaire. Donc, je l'ai donné tout à l'heure, les chiffres. On voit que les banques ont naturellement plus de mal à financer le capital immatériel. Alors, pour la première raison qui est avancée par les banquiers, c'est qu'un banquier qui investit normalement prend un gage sur l'entreprise. En général, quand vous financez une machine-outil, vous la portez en gage. Quand vous financez un bâtiment, c'est la même chose. Et donc, face à des investissements immatériels, pire, face à quelque chose qui va peser directement dans le compte de charge, le métier naturel du banquier est désorienté. C'est pas qu'ils ne veulent pas faire, c'est que ça ne rentre pas dans une logique de distribution de crédit. Donc là, il y a plusieurs pistes. Donc il y a une piste qui a été mise en place par BPI France, grâce au soutien de l'État, il faut le dire. C'est une gamme de prêts spécifiques qui s'appelle les prêts sans garantie. Ça veut dire sans garantie prise sur l'entreprise. Ce sont les fameux PSG, donc rien à voir avec le club de foot. Les PSG dont Rodolphe a parlé tout à l'heure et dont on a mesuré l'efficacité, notamment sur la création d'emplois. Donc un prêt sans garantie, Pascal Lagarde en a aussi parlé, ça commence à 50 000 euros, ça peut aller jusqu'à 5 millions, ça peut s'adresser à des startups, ça peut s'adresser à des entreprises matures. Il y a un différé de remboursement de 2 ans et la totalité du prêt peut aller de 7 à 10 ans. Et ce différé de remboursement des 2 premières années, c'est justement, comme le disait Caroline, pour prendre le temps, ou ce qu'on disait tout à l'heure sur la courbe en U, que les investissements financés grâce à ces prêts puissent trouver leur rentabilité, permettant à l'entreprise ensuite de les rembourser. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse, c'est le PSG. Le PSG, il suppose que l'État dote des fonds de garantie spécifiques protégeant BPI France des défauts de crédit. Il y a un petit calcul à faire. Il faut des fonds de garantie. C'est pas des milliards d'euros, c'est entre quelques dizaines et quelques centaines de millions d'euros selon le nombre de prêts qui sont déployés. On en a pour l'industrie, on en a pour plein de thématiques. Deuxième piste, c'est les banques elles-mêmes, les banques privées. Je crois qu'il faudrait pas leur dire, écoutez, BPI France fait les PSG, donc vous n'avez rien à faire. D'ailleurs, c'est pas du tout leur état d'esprit. Quand on parle aux banques, elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir financer au début plutôt leurs meilleurs clients. C'est un peu logique aussi quand on est banquier que de commencer par ses meilleurs clients, ceux en qui elles ont le plus confiance pour leur financer leurs investissements immatériels. Donc là, il y a d'autres pistes qu'on verra peut-être dans ce groupe de travail que je ne vais pas aborder ici pour ne pas être trop long, mais je voudrais juste terminer par une idée. Le raisonnement que je vous ai fait sur l'investisseur, qui est d'expliquer à l'investisseur que je vais avoir une rentabilité supérieure parce que j'ai dans mon capital des intangibles, immatériels, qui ont beaucoup de valeur et qui font que je serai plus profitable, on peut aussi le faire avec son banquier. Ça suppose néanmoins, et là c'est peut-être une faiblesse qu'on a en France par rapport à l'Allemagne, ça suppose ce qu'on appelle le banquier de famille. Une banque qui vous accompagne depuis une décennie, 2 décennies, et un conseiller en face qui change pas tous les 3 ans. Parce que sinon, à chaque fois qu'un conseiller arrive, vous devez réexpliquer les spécificités de votre entreprise. Ça, c'est vraiment la force des Haus, je parle pas allemand, mais c'est les Hausbank en Allemagne. Donc, cette banque de famille qui est accrochée à l'ETI allemande et qui fait une des forces du Mittelstand, une facilité de financement, c'est de connaître l'entreprise. Et quand on connaît l'entreprise, on connaît sa valeur immatérielle et donc on va plus facilement lui financer ses investissements. C'est en train de se développer en France, et ça prend plus de temps. Il ne faudra pas manquer donc de mettre quelques représentants de nos grands réseaux universels dans ce groupe de travail. Oui, ce que je voulais dire pour essayer de trouver des pistes pour promouvoir, pour donner envie. Si vous voulez, moi, dans le métier, quand je suis arrivé il y a 8 ans, j'ai trouvé une activité industrielle sur le déclin qui faisait toutes les compromissions pour pouvoir continuer de fabriquer. Il faut savoir que souvent, entre la commande et l'encaissement, il peut se passer jusqu'à 9 mois. Jamais la compte à la commande. Sauf d'ailleurs les clients étrangers. On arrive à avoir des acomptes à la commande. Donc, ce que je veux dire par là, je suis parti de loin, donc je n'avais pas le choix. Or, toutes les entreprises ne sont pas dans ce cas-là et peuvent avoir un core business qui a besoin d'évoluer, mais qui peut très bien ne pas avoir à mettre les bouchées doubles et donc à partir sur de nombreux projets. Donc ceci, la question va être, ok, moi je veux bien, mais et le ROI, combien et dans combien de temps?
Donc ça va être la question. C'est pour ça que la notion de mesure, de pouvoir donner des chiffres, j'ai participé humblement à la construction de cap immatériel. Quand j'en ai assuré la promotion auprès de mes collègues, je suis investi à la Fédération Forge Fonderie, aussi sur mon territoire. Je suis président de la maison des entreprises sur le territoire où je suis, donc j'ai pu en assurer la promotion, mais la question tombe à chaque fois. Ok, mais ça vaut combien, mon immatériel? Quelle est sa valeur? Et moi, je veux bien faire des projets et donc investir quelque part dans l'immatériel. Mais qu'est-ce que ça va me rapporter? Dans combien de temps? Qu'est-ce que va dire mon banquier si je suis dans le rouge pendant 1 an ou 2? Donc c'est vrai qu'il y a des questions qui sont très basiques, mais qui sont quand même celles qui sont posées systématiquement par le chef d'entreprise, et en particulier dans les PME. D'accord. J'en reviens à ma question, qu'est-ce que vous attendez quand même de la norme? Est-ce que c'est une checklist indicative comme cap immatériel qui a été créé il y a quelques temps avec certains d'entre nous? Je vous incite à regarder le site. C'est 26 indicateurs effectivement qui ont été co-construits avec un certain nombre de PME et de TI de manière très empirique et opératoire pour une auto-évaluation de son capital immatériel. Est-ce que c'est une checklist indicative ou à l'autre bout du spectre un reporting obligatoire dorénavant? La vérité est peut-être un peu entre les deux, mais bon, il se trouve que je suis présent aussi dans un groupe de travail autour de l'évolution du label RFAR, les achats responsables. Bon, on retrouve là aussi la notion d'immatériel, et en particulier, les acheteurs doivent être de plus en plus responsables par rapport à la RSE, et en particulier par rapport à la transition énergétique et écologique. Mais pour répondre à votre question, il est difficile de pas normer, mais quand on norme, on est obligé de faire rentrer dans l'entonnoir des items qui sont difficilement comparables, mais ne pas passer par une norme, je ne vois pas trop comment faire autrement. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand vous parlez de normes, quand on fait beaucoup d'immatériel, on a des problèmes avec les normes comptables. Donc on est bien sur de la norme, et si vers nos amis, et j'ai déjà eu le cas à plusieurs reprises d'intervenir notamment à l'ANC, si nos amis comptables prennent en compte des éléments qui sont pas normés, qui sont pas chiffrés, ils auront énormément de mal à le faire. Donc c'est pour ça que je pense que la norme, on peut difficilement passer outre. Il y a deux vertus à la norme, enfin peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais il y en a deux qui viennent à l'esprit tout de suite. La norme, ça permet d'égaliser les conditions de concurrence entre les entreprises sur un même marché. Donc c'est valable d'ailleurs pour la norme technique, hein, la norme d'un produit, la façon dont il est fabriqué, un certain nombre de prérequis, protection du consommateur, etc. Donc ça, c'est une version fondamentale. Donc le fait d'avoir une norme, ça veut dire que tout le monde parle le même langage au même moment. Donc il n'y a pas de possibilité de jouer cavalier seul ou de tromper son monde. Ça, c'est vraiment une vertu fondamentale. C'est pour ça que plus on ira vers la norme sur ce sujet et plus on facilitera en toute transparence le fonctionnement du marché. La deuxième vertu d'une norme, c'est de réduire ce qu'on va appeler en économie les asymétries d'information entre deux acteurs. L'asymétrie d'information, là en l'occurrence, c'est quand un acteur a des infos que son partenaire n'a pas. Exemple, je vais voir mon banquier, je lui dis que j'ai un gros investissement immatériel à faire, je connais très bien mon entreprise et lui, il la connaît moins bien. Et il connaît pas le ROI de l'investissement que je vais faire. Donc on est là face à une asymétrie d'information qu'on va retrouver aussi dans le capital investissement, exactement la même logique. À partir du moment où vous mettez des normes, tout le monde se met à parler le même langage et vous réduisez l'asymétrie d'information et vous gagnez du temps derrière. C'est très important de gagner du temps et de l'efficacité. On va arriver tout doucement au bout de la table ronde. Je voulais savoir s'il y avait éventuellement des questions, des remarques dans l'Assemblée ou éventuellement chez nos auditeurs. Non? Si, Jennifer. Merci. C'est une question pour Philippe. Vous avez dit tout à l'heure, finalement, l'urgence des deux exemples de capital immatériel qu'il faut activer, c'est la raison d'être et la marque employeur.
Et en fait, ma question, ce serait, est-ce qu'il faut les activer tous les deux parce qu'ils forment un ensemble, ou est-ce qu'en fait, il faut les traiter différemment, alors que finalement, on a l'impression que dans la marque employeur, il y a comme socle la raison d'être. C'est une très bonne question. C'est très difficile d'y répondre. Déjà, sans dévoiler, comme le disait Jérôme tout à l'heure, la table ronde qui va être consacrée à la raison d'être tout à l'heure. Donc, je vais essayer de rester dans celle-ci pour dire que moi, je pense que vous avez raison. Si j'avais un conseil à donner, ce serait de commencer par la raison d'être. Parce que si vous commencez par la marque employeur, vous allez avoir une réflexion, toute une partie de la réflexion sur la marque employeur qui va reposer sur des logiques très similaires à la raison d'être, mais qui ne sont qu'une partie de la raison d'être. Donc du coup, si vous voulez gagner du temps, à supposer que vous n'ayez ni marque employeur ni raison d'être, le conseil, c'est de bien commencer par la raison d'être parce qu'elle englobe tous les sujets de l'entreprise. Et une fois que vous avez la raison d'être, vous pouvez beaucoup plus facilement décliner la marque employeur derrière, qui est un des outils pour doper son capital immatériel. Mais c'est 2 exemples que j'ai donnés, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Merci pour la question. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Si ce n'est pas le cas, il me reste à vous remercier tous les 4 chaleureusement pour cette table ronde. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Merci.